Bonjour, nous en sommes à notre 10e capsule. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème que je trouve vraiment extraordinaire qui s'appelle le fameux Kriya Yoga. Kriya qui signifie action. Alors, c'est ce qu'on appelle le yoga de l'action ou le yoga au quotidien, le yoga de tous les jours aussi qu'on l'appelle souvent. Cette dimension du yoga de l'action, c'est un élément qu'on peut mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, puis qu'on ne cessera jamais de mettre en pratique. Alors, c'est un yoga qui peut nous accompagner pour le reste de notre vie, si on veut faire une démarche sur soi, puis qu'on veut avoir un outil. Alors, je trouve que le Kriya Yoga, c'est vraiment un élément intéressant parce que ça comprend comme 3 éléments, puis qui peuvent vraiment nous accompagner dans toutes les situations de notre vie. Alors, on décortique chacun de ces 3 éléments, puis je vais vous donner des exemples, bien entendu, puis des outils pour être capable de mettre en pratique chacun de ces éléments. Alors, je vous lis le petit texte. Les fondements du yoga sont enseignés dans une théorie, bien entendu, qui nous permet de se transformer, que l'on appelle le fameux Kriya Yoga. Voici donc les 3 supports d'un mouvement de transformation. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle tapas. Alors, c'est quand même facile parce que pour retenir le mot tapas, on a juste à faire. Alors, si je me tape comme ça, pendant 15 minutes, ça se pourrait que j'ai une petite plaque rouge ici. Alors, tapas, en français, ça veut dire chauffer. Ça veut dire chauffer ou encore se purifier. Ou encore faire quelque chose qui va faire en sorte que ça va bouger, qui va avoir du mouvement. Alors, tapas, ça veut dire mouvement. Alors, les éléments qui constituent le fameux tapas, c'est, on va devoir, si pour faire un tapas, on va devoir faire un effort. On va devoir avoir un certain contrôle, une certaine maîtrise, développer un peu plus de discipline. Alors, je trouve qu'on est dans une période où est-ce que ça peut être intéressant d'installer de nouveaux rituels puis de nouvelles disciplines dans notre vie. Parce que quand on perd nos repères, on a tendance parfois à tout arrêter. Quand dans le fond, tapas, surtout si on est dans une période où ça va un petit peu moins bien, où est-ce que les choses bougent, puis il y a des petites émotions qui bougent un peu plus. Alors, tapas, c'est cette idée de faire un effort pour être capable vraiment de mettre en place des choses qui vont faire chauffer à l'intérieur de nous pour nous aider à se purifier. Alors, on appelle ça des upayas. Upayas, ça veut dire des outils, des méthodes, des moyens pour être capable vraiment de faire tapas. Je vais vous donner plein d'exemples après. Et on dit que si on réussit à faire des efforts, un contrôle ou avoir une certaine discipline, il va y avoir des fruits qui vont découler de ce fameux tapas. Puis les fruits, on dit que ce sont, il va y avoir plus de pureté, plus de, je dirais un peu plus de confort à l'intérieur de nous, un peu plus de désintoxication. Alors, on va se sentir plus purifié, parce qu'il va y avoir quelque chose qui va avoir bougé à l'intérieur de nous. Pour être capable de faire ce fameux tapas-là, ça va prendre un petit peu de volonté. Alors, il va falloir vraiment bouger, puis pas rester assis. Parce que tapas, c'est pas de lire tous les livres qui existent à la planète ou d'écouter toutes les vidéos qu'il y a sur YouTube maintenant. C'est d'être capable de faire un mouvement qui va faire en sorte que il va y avoir quelque chose qui va bouger. Exemple, quand moi je me suis retrouvée à 23 ans, malade, avec une maladie dégénérative qu'on appelle de l'arthrite spondylite ankylosante, j'étais pas quelqu'un qui était très, très santé. Pour vous faire juste un petit topo du genre de vie que j'avais dans cette période-là. Je travaillais dans la restauration, un travail que j'adorais, mais je travaillais de nuit. Donc, comme je travaillais beaucoup de nuit, je dormais le jour. Alors, je dormais genre 11 à 12 heures par jour. Il me restait pas beaucoup de temps parce que mon travail, souvent, c'était des chiffres de 12 heures. Fait que je me levais, je m'habillais, je m'en allais travailler, je me recouchais, je dormais. Fait que, alors, je travaillais beaucoup physiquement. Alors, c'est sûr que physiquement, c'était difficile. Physiquement, il y avait quelque chose qui bougeait.
Mais il y avait, par exemple, tout mon rythme de vie qui était vraiment pas très santé. Je fumais, dans ce temps-là, il y avait la possibilité de fumer dans les restaurants, là. Alors moi, je fumais à peu près 2,5 paquets de cigarettes par jour. Vous me direz que je les fumais probablement pas tous, c'est vrai. Mais je fumais vraiment beaucoup. J'avais toujours une cigarette à la bouche, toujours. Alors, et je me réveillais la nuit. Et si je me réveillais pour aller à la salle de bain, je m'allumais une cigarette entre partir de ma chambre et aller à la salle de bain pour revenir après. Je buvais entre 30 et 35 cafés par jour. Je ne mangeais aucun fruit, je ne mangeais aucun légume, je me nourrissais de charcuterie et de sucre. Alors, bien entendu, quand je me suis retrouvée à 23 ans avec des gros problèmes de santé, des très gros problèmes de santé, le premier élément que j'ai dû mettre en place, c'est tapas. Alors, tapas, on dit que c'est le départ de quelque chose. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, que ce soit à n'importe quel niveau, là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans une relation, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport à notre santé, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre milieu de travail. La première chose à penser, c'est sûr qu'il faut réfléchir, mais il va falloir agir. Puis ça va nous demander de faire un petit effort. Il y a des gens là, qui vont en thérapie, qui trouvent des extraordinaires thérapeutes, mais ce qu'ils veulent, c'est de chercher et de nourrir leur mental pour comprendre. C'est correct de comprendre, c'est parfait, on doit comprendre. Vous allez voir, c'est le deuxième élément. Mais le premier élément qui est à part, il est le plus important parce que c'est celui qui va nous permettre de bouger puis de faire avancer les choses. Il y a un humoriste qui a déjà dit à un moment donné, les coups durs, parfois c'est difficile. Un bon coup de pied dans le derrière, ça fait mal, mais qu'on le veuille ou pas, ça nous fait avancer. Alors, parfois, on doit agir. Vaut mieux agir avant d'avoir un trop gros coup de pied au derrière, mais tapas, ça veut dire on doit être dans l'action. On doit devenir autonome, on doit devenir responsable à la fois de notre santé, de notre bonheur et de notre vie. Alors ça s'appelle tapas. Il y aura toutes sortes de moyens qu'on peut prendre en changeant ses habitudes alimentaires, en changeant nos activités physiques, en essayant d'équilibrer. Parce que je dis, c'est de faire. C'est vrai que c'est de faire, mais c'est de faire en sorte aussi qu'on place dans notre vie quelque chose qui va améliorer notre santé physique. Hein, parce que c'est très physique ta passe aussi. Alors, ça se peut que je sois obligée à un moment donné, de placer dans ma vie de la relaxation, des yoga nidra, des exercices de concentration, peut-être un peu plus de sommeil, un peu plus. Alors, c'est sûr que ça va m'obliger peut-être à arrêter de faire des choses pour placer des choses qui vont me demander de ne rien faire. Parce que c'est bon pour moi, ça va me demander un effort de ne rien faire. Ça s'appelle aussi tapas, cette notion-là de placer de la relaxation dans sa vie. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui doit être accompagné de tapas, parce que sinon, on va faire plein de tapas. On en connaît des gens qui font beaucoup de choses. Mais tu les regardes aller puis tu dis, je suis pas sûre que c'est toujours la bonne chose qu'ils font. Alors, tapas, ça veut dire, le deuxième élément, je m'excuse, le deuxième élément, ça signifie svadhyaya. Alors, svadhyaya, il y a comme deux mots qui, c'est le même mot, mais on pourrait le séparer en deux. Sva qui veut dire soi, puis adhyaya qui veut dire étude ou connaissance. Alors, svadhyaya, ça signifie tous les moyens qu'on va mettre en œuvre pour apprendre à se connaître et à s'étudier davantage. Alors, svadhyaya, ça veut dire aussi se connaître, s'étudier, se respecter, apprendre à savoir ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas fait pour nous. Alors, comment on va faire ça? On va enquêter, on va s'intérioriser, on va développer plus de discernement, on va essayer de trouver toutes sortes de moyens pour être capable vraiment de se connaître, hein? Parce que ça se fait pas toute seule se connaître. Des fois, on ne sait pas du tout ce qui est bon pour nous. On fait ce que la plupart des gens font ou ce qu'on nous a appris à faire. Mais nous,
qu'est-ce qui nous convient? On a juste à penser par rapport à l'alimentation. Par rapport à l'alimentation, bon, certaines personnes font le choix de devenir végétarien, d'autres véganes, d'autres disent oh non, moi si je mange pas de viande, c'est pas possible pour moi, j'ai pas d'énergie, ça me prend vraiment des protéines animales. Tu sais. Moi, je pense personnellement qu'on n'a pas à dire à la personne qu'on devrait tout être sur le même modèle. Tu sais. Moi, d'être végétarienne, ça me convient très, très bien, puis ça m'a aidé dans ma vie à me sentir mieux dans mon corps, puis mieux avec mon énergie. Mais c'est des recherches à moi. Je me souviens que quand j'ai commencé à faire un travail sur moi, je suis allée faire un jeûne. Puis je me rappelle encore qu'à mon premier jeûne, quand je vous dis que je fumais 2 paquets et demi de cigarettes par jour puis que je buvais 35 cafés par jour, puis je mangeais aucun fruit, aucun légume, quand je me suis retrouvée dans une salle de jeûne, dans une clinique de jeûne, et puis que je parlais avec des personnes qui étaient des habitués de jeûne, qui allaient jeûner à chaque année, quand on s'est mis à parler de comment on devrait changer nos habitudes alimentaires, puis eux, c'était vraiment des adeptes de l'alimentation, les combinaisons alimentaires. Alors, à un moment donné, je me suis dit, bon, là, OK, il faut que je change mes habitudes alimentaires. Bon, comment je vais commencer ça? Alors, dans ma tête, j'avais des idées. Puis là, je me souviens très bien que j'avais partagé avec une personne qui était une adepte du jeûne. J'avais dit, ben, écoute, je vais manger des sandwichs avec du beurre d'arachide. Elle m'avait regardé, là. Elle m'avait dit, ben non, tu peux pas manger des sandwichs au beurre d'arachide parce que le beurre d'arachide avec des féculents, c'est une très, très mauvaise combinaison. J'avais dit, ah, OK, c'est correct. Puis je vais manger, je sais pas moi, une sandwich aux tomates avec du fromage. Ben non, hey, non, un fruit acide en plus avec des féculents, puis là, tu veux rajouter en plus une protéine. Oublie ça, oublie ça. Dans ma tête à moi, là, je me disais, mais je serai jamais capable. Même ce que je pense qui est très, très, très bon pour ma santé, c'est pas bon. Alors, je me disais, comment je vais faire pour y arriver? Fait que la connaissance de soi, c'est quelque chose qui se fait progressivement. Puis, si on pense qu'on devrait écouter tout le monde autour de nous, on n'y arrivera jamais parce qu'on va se sentir tout le temps impuissant puis pas à la hauteur. Mais je pense que la connaissance de soi, ça passe, bien entendu, par ce désir d'en connaître davantage, développer de la curiosité, je dirais, être capable vraiment de se poser, de s'intérioriser. Il y a une petite phrase qui dit « La réponse, elle vient souvent du même endroit que la question ». Alors, quand on se dépose souvent sur notre tapis, on s'aperçoit que, hop, il y a des indications ou des petites bulles qui montent, qui nous amènent vraiment à peut-être ouvrir la porte à autre chose. Puis c'est souvent essai-erreur. Puis je me rends compte que chaque expérience qu'on vit, ça peut être une opportunité de connaissance de soi. Les bonnes expériences comme les moins bonnes. Les situations agréables, ça nous permet d'en apprendre davantage sur soi, mais les situations aussi qui ont été plus pénibles dans notre vie sont aussi une opportunité de connaissance de soi. Alors, on dit que Svadhyaya, ça peut se faire avec toutes les expériences de notre vie, toutes les rencontres qu'on a, chaque personne qu'on rencontre, chaque relation qu'on a, c'est une opportunité de connaissance de soi. Moi, je dis tout le temps à mon amoureux, je pense que d'être en relation de couple, c'est une opportunité de yoga royal. Hein? Puis c'est pas parce que tu es dans un yoga royal que les choses sont toujours très, très, très simples. Des fois, ça vient nous confronter à des choses qu'on a besoin de dépasser, puis qu'on a peut-être besoin de comprendre. Fait, ça, c'est le mot Svadhyaya. Alors, on dit que pour se servir de Svadhyaya, il va falloir se servir de son intelligence. Alors ici, on ne parle pas d'un quotient intellectuel. C'est de se servir de son intelligence pour être capable de raisonner un peu, être capable de se dire, est-ce que ça fait du sens pour moi? Est-ce que ça me permet de faire aussi les bons tapas? Parce que même si ma voisine, que je trouve extraordinaire, elle fait 5 km de course à tous les jours,
ben ça se peut, puis que c'est très très bon pour elle, puis elle a l'air en pleine santé, puis elle a l'air à péter le feu, ça se pourrait que moi, qui est rendue à 61 ans, puis qui est plus maintenant de nature à faire plus de yoga ou plus de méditation ou à faire beaucoup de marche, que mes activités sont pas les mêmes, puis que mes besoins, ça se peut aussi que ce soit pas exactement les mêmes, puis que si demain matin je me dis, bon, c'est bon pour elle, c'est bon pour moi, ça se pourrait que puis qu'en plus, j'ai une faiblesse, ce qui n'est pas mon cas, mais que j'ai une faiblesse au genou ou encore dans la colonne vertébrale, ça se pourrait que la course, c'est pas nécessairement l'activité qui devrait être primée dans le haut de ma liste. Ça ne veut pas dire que je ne ferai jamais de course, là, mais ça veut juste dire que dans Svadhyaya, il faut être capable vraiment de réfléchir pour voir ce qui est bon pour nous maintenant, puis être capable vraiment de faire les actions qui sont justes. Une autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça se peut qu'il y a, je vous donne un exemple, quand moi j'ai commencé à faire du yoga, j'avais 23 ans. Non, j'avais peut-être 24-25 ans. J'avais peut-être 24 ou 25 ans. Et je n'avais pas d'enfant, j'avais pas de conjoint, j'avais pas... Et j'ai embarqué dans le yoga parce que ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Alors, je me réveillais à 4h30 le matin pour faire 1h30 de yoga tous les jours, presque 7 jours sur 7. Alors, j'étais vraiment dans une période où est-ce que tout concordait pour être capable vraiment de faire ma pratique de yoga pendant 1h30 tous les jours. Puis souvent, je refaisais encore une autre pratique en fin de journée. Quand à presque 35 ans, je me suis retrouvée avec un petit bébé qui est maintenant devenu un grand garçon. Je me suis retrouvée avec un petit bébé qui ne faisait pas ses nuits, puis qui m'empêchait un peu de me lever à 4h30 du matin parce que j'avais passé de la nuit à l'allaiter, et puis parce qu'aux 2 heures, il se réveillait. C'est sûr que mes tapas ont dû changer. Au début, il y a eu de la résistance. Je me suis dit, oh non, 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 je veux continuer à faire parce que c'était bon pour moi, je veux continuer à faire exactement la même chose. Oubliez ça. Le tapas qui était bon pour moi, quand j'avais 23, 25 ou 30 ans, quand j'étais seule puis que ma vie était différente, ça a été complètement autre chose quand je me suis retrouvée à 35 ans avec un petit bébé qui ne faisait pas ses nuits. Alors, mes tapas ont dû changer. J'ai dû réfléchir pour être capable vraiment de me dire, d'avoir un peu plus de connaissance de moi, puis voir qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant dans ma vie, puis être capable de couper un peu ce qui était, puis de regarder ce qui est là maintenant. Ça, c'est la notion vraiment de Svadhyaya, connaissance de soi. Et le dernier, et pas le moindre, qui est, à mon avis, le plus difficile des fois à mettre en pratique, ça s'appelle Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana, on peut le décortiquer en disant que c'est une attitude qui consiste à dire oui à ce qui est. Et c'est le fun à entendre, hein? C'est beau à entendre. Alors, c'est d'être capable vraiment de lâcher prise. Être capable vraiment d'arrêter de regarder à l'extérieur puis de tourner son regard davantage vers l'intérieur. À développer de l'humilité. Développer notre capacité à s'abandonner, à faire confiance à la vie. Puis on dit que pour être capable de faire ces éléments-là, ben, si les 2 premiers ont été mis en action, ce sera probablement beaucoup plus facile de mettre cette dernière notion en marche, en fonction. Fait que lâcher prise, c'est un beau mot. Ça a l'air d'être tellement simple. Tu dis, ben, tu n'as rien à faire. Tu lâches prise puis tu fais confiance. Attends un peu là. Tu lâches prise, tu fais confiance. Après, il y a une petite phrase qui dit, fais de ton mieux, puis laisse le reste à Dieu. Mais fais quand même de ton mieux. Alors, tapas Svadhyaya est nommé en premier. Alors, fais ce que tu dois faire. Prends le temps de voir si tu fais l'action qui est juste. Réajuste aux besoins. Mais quand tu auras tout fait, ben après, lâche prise. Puis peut-être qu'à travers ce lâcher prise-là, tu vas découvrir autre chose qui est peut-être plus beau que ce que tu t'attendais, que ce que tu voulais. Alors, un exemple que je pourrais vous donner, c'est
Des tapas, j'en ai fait beaucoup. J'ai expérimenté plein de choses. Des svadhyaya, j'en ai fait. Je suis allée voir des thérapeutes. J'ai essayé toutes sortes de choses. J'en ai fait beaucoup d'études de toutes sortes de manières. Je pense que l'étude qui m'a le plus aidée, c'est l'étude des Yoga Sutras, parce que je trouve que c'est quelque chose qui nous aide à se connecter à nous, puis qui nous donne beaucoup d'outils. Puis Ishvara Pranidhana, c'est ce fameux lâcher-prise que j'ai dû mettre en pratique dans différentes périodes de ma vie. Comme exemple, la perte des gens que j'aimais. À un moment donné, je me suis vraiment rendu compte que même si je restais accrochée à ma peine ou à vouloir résister, à ne pas vouloir perdre les gens autour de moi, les gens vont partir quand même. Même si j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour que mon fils soit, à mon avis, en tout cas, qui était parfait, parce que quand j'étais enceinte, j'ai arrêté de travailler, j'ai chanté des mantras, j'ai fait beaucoup de yoga, j'ai très bien mangé, j'ai fait très attention, j'ai accouché, j'ai eu un accouchement parfait, tout était parfait, mais mon fils est quand même venu au monde avec des cataractes dans les 2 yeux, ce qui a fait en sorte qu'il est resté avec un petit handicap visuel. Alors, il a fallu aussi que j'apprenne à lâcher prise là-dessus puis à me dire, ben Lily, il y a des choses que tu comprendras jamais, puis c'est ça la vie. La vie, c'est un enchaînement ça me fait toujours, on dirait c'est drôle de dire ça, mais je trouve que c'est un peu ça. C'est un enchaînement de serpents et échelles, comme dans le petit jeu. Fait que parfois, on prend des échelles, parfois, hop, on descend des serpents. On reprend des échelles. Alors, il faut être capable vraiment de dire oui à ce qui est. Puis pour être capable de mettre en pratique ce fameux Ishvara Pranidhana, il faut être capable de se déposer puis d'aller dans le cœur. Parce que dans la tête, on n'aura pas notre réponse. Ishvara Pranidhana, c'est pas dans notre tête. Ishvara Pranidhana, c'est de se déposer dans le cœur, de lâcher prise, puis de faire confiance, puis de se dire tout est toujours OK. Tout est toujours OK. Puis dans ce tout est toujours OK, parfois on voit beaucoup plus rapidement le cadeau qui peut sortir de ce tout est OK, plutôt que de résister. Peut-être qu'il y aura, sinon il y aura des cadeaux qui auront passé à côté de nous sans voir qu'il y avait quelque chose de beau à voir ou à expérimenter à partir de quelque chose où on perdait prise un peu. Alors ça, c'est les 3 notions qui nous permettent vraiment de travailler ce qu'on appelle le yoga de tous les jours, alors le fameux Kriya Yoga. À nos 2 prochaines rencontres, je vais parler de ce qu'on appelle le yoga aux 8 membres. Alors on va décortiquer les membres du yoga, en tout cas au moins avoir un survol de ces membres-là, qu'on appelle le yoga intégral ou le yoga complet qu'on appelle. Alors d'ici là, je vous souhaite une belle journée et puis à la prochaine.